Le 29 septembre 2005, il a reçu des mains du Premier ministre Wen Jiabao et de la vice-première ministre Wu Yi la médaille d'or de l'amitié nationale chinoise. Fin 2018, à l'occasion de l'anniversaire des 40 ans de la politique de réforme et d'ouverture de la Chine, il était le seul occidental à figurer sur la liste des personnalités les plus influentes ayant contribué à la mise en œuvre de cette ouverture. Son nom, Michel Imbert. La Chine en français. LCF. La Chine en français. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Michel Imbert et Nathalie Nier à l'occasion de la publication de la biographie de Michel Imbert qui s'intitule « Au bout des rêves, Michel Imbert, la passion de relier les hommes ». Michel Imbert, bonjour. Bonjour. Nathalie Nier, bonjour. Bonjour. C'est vous qui avez rédigé cette biographie. Tout à fait. Alors, en quelques mots, qui est Michel Imbert ? Alors, Michel Imbert est un homme aux multiples facettes, mais il faut d'abord dire qu'il est le senior advisor de Yantai Investment Development Board, qui est un organisme du gouvernement de Yantai. Et il est également le président de la Yantai Western Investment, comment on dit, c'est ça, hein? Investors Oui, Association. ça fait beaucoup de mots. En anglais, hein ? Ah, En voilà, anglais, en anglais. Investors Association, voilà. Oui. Et qu'il préside, qu'il a créé et qu'il préside. Il est également le président du cercle francophone de Yantai, qu'il a également créé et qu'il préside aussi. Co-créé. Co-créé. Très bien. Donc, on aura compris, hein, Michel Imbert, c'est quelqu'un de très actif. Vous faites partie du gouvernement de Yantai, alors ? Ah oui, effectivement, c'est exact, oui. Depuis 19 ans, je fais partie du gouvernement de Yantai, de cette immense ville de Yantai. J'ai mon bureau, j'ai tous mes collègues chinois qui travaillent avec moi. Je suis le coach pour Incroyable, pour un grand nombre de personnes. Et ceci, le matin, après-midi, le soir, je suis chez moi. Et je suis chez moi à Yantai. On va y revenir. hein. Oui, d'accord. Nathalie Dier, pourquoi avoir écrit ce livre ? Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, c'était un homme que je connaissais pour faire partie du club francophone de Yantai depuis 2008, que j'admirais beaucoup et j'avais très envie de faire sa connaissance de manière plus proche. Et cette occasion s'est présentée en 2013, où nous nous sommes rencontrés à l'occasion d'une soirée que j'avais organisée pour fêter son anniversaire notamment. Et avec mes amis, nous étions réunis et nous avons découvert lors de cette soirée, c'est Bernard Brizet qui a apporté un livre que Michel Imbert avait écrit, qui s'appelait Janine Chara, Antigone de la danse. Et nous avons appris lors de cette soirée qu'il avait été marié à cette extraordinaire chorégraphe française. Et du coup, je me suis dit, mais il y a une face cachée. Et j'avais envie de connaître cette face cachée. Donc, c'était à la fois une envie de connaître comment ça fonctionnait le business, et en même temps, il avait autre chose. C'était un homme qui avait plongé dans un univers artistique extraordinaire pendant plus de 20 ans, et que tout ça rejaillissait sur sa vie d'aujourd'hui. Voilà. Vous avez écrit votre livre en Chine ? J'ai écrit mon livre moitié en Chine, moitié en France, Oui. puisque je me suis senti un devoir d'aller interroger les gens sur place pour vérifier tout ce qu'ils me disaient. C'est pas que je ne le croyais pas, mais j'avais envie par moi-même de sentir l'ambiance, l'impression, voir dans quelles conditions ils travaillaient. Et j'avoue que j'ai pas été déçue. J'ai été même très, très, très surprise. Alors, je profite de cet instant pour lire un message que vous, Nathalie Nier, vous m'avez envoyé avant cette interview. Vous avez écrit, grâce aux émissions que vous m'avez envoyées, donc des émissions que nous allons réaliser sur Radio LCF, j'ai pu voir toute l'importance, la pertinence des diffusions sur des sujets aussi passionnants que variés. C'est pourquoi Michel Imbert souhaitait vous accorder la primeur de cet entretien. Michel Imbert, merci beaucoup. C'est mon plaisir et mon honneur. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier de cette invitation, qui n'est pas la première, puisque j'ai eu l'honneur d'être interviewé par vous-même, ici même, oui, pour mon livre « Impression asiatique » chez Pacifica aussi. Donc, nous sommes de vieux amis. Hein. Exactement. La Openio. Michel Imbert, je voudrais savoir pourquoi vous avez choisi de vous installer à Yantai. Pourquoi cette question ? Parce que tout votre livre, en fait, ça porte sur ce que vous avez fait pour la ville de Yantai. Absolument, absolument.
En fait, c'est une histoire qui est extrêmement émouvante, en fait, parce que quand ma société L'Air Liquide m'a envoyé en Asie en 1989, j'ai d'abord eu des postes dans différents endroits, comme par exemple Taïwan, et puis la Corée du Sud, et puis le Guangdong, et puis Shanghai, et puis Pékin. Et puis, à un certain moment, bien entendu, l'âge de la retraite, je n'aime pas ce mot-là, parce qu'en fait, je ne suis jamais retiré, et je me retirerai jamais. La preuve. Mais néanmoins, donc... j'étais donc à un certain moment, j'étais libre, et le gouverneur, c'est le vice-gouverneur du Shandong que j'ai rencontré à l'occasion d'un dîner ou d'une conférence, qui m'a dit: Michel Humbert, puisque vous êtes libre maintenant, pourquoi ne pas travailler pour nous? Alors? Et je lui ai dit: demain matin. Vraiment? Ah, absolument, demain matin, oui. Et donc, il m'a dit: très très bien, vous serez donc notre conseiller pour les investissements, pour le Shandong. Et d'ailleurs, depuis, je suis citoyen d'honneur. Après, donc, j'ai été nommé citoyen d'honneur du Shandong. Et il m'a donc proposé à différentes grandes villes, comme par exemple Qingdao, Yantai, Weihai, Jinan, etc. Et c'est Yantai, la première, qui a dit oui, qu'ils viennent vite, etc., etc. Pas de problème. Et c'est la raison pour laquelle bien entendu, j'ai atterri à Yantai le 26 juin 2000 et que j'y suis toujours. 2000. Ça fait 18 ans que vous êtes à Yantai. Oui, maintenant, on commence la 19e année, maintenant. Et bien maintenant, j'ai envie de savoir qu'est-ce que vous avez fait concrètement à Yantai. Beaucoup de choses. De façon synthétique alors. Aussi bien sur le plan investissement, sur le plan business, sur le plan culture, sur le plan francophonie, oui. Sur le plan éducation. Oui. J'interviens partout. Hein. Alors, je suis tout à fait transversal. D'accord. Un exemple de chaque aspect, de chacun des aspects que vous venez de citer. Par exemple, sur le plan éducatif. Alors, sur le plan éducatif, nous avons créé, enfin, pas moi tout seul, hein, avec d'autres professeurs chinois, oui. On a créé le département français de l'université de Loudun, qui comporte au jour d'aujourd'hui plus de 550 élèves, avec plus de 13 professeurs français et chinois. Et c'est là où j'ai créé la bibliothèque Chantal Humbert, du nom de ma chère épouse, partie au ciel. Et cette bibliothèque comporte maintenant plus de 2000 livres français. Oui. Et maintenant, je pars à Nouveau Yantai dans quelques jours. Oui. Et j'emmène encore une cargaison de livres français pour intégrer, parce que maintenant, on a plus de 550 élèves, plus les professeurs, plus les étudiants d'autres disciplines qui veulent prendre. Et puis, plus les investisseurs, les expatriés, la partie francophone est extrêmement importante à Yantai. Et donc, tout le monde vient chercher des livres. Tout est gratuit, tout est bénévole. Et qu'est-ce que vous avez fait pour la ville de Yantai ou dans cette ville, sur le plan économique, commercial et financier? Alors, on a avec mes collègues chinois, dont je suis le coach, hein, le conseiller, on a développé considérablement les relations avec l'Europe. Et notamment avec l'Europe, les relations avec la France, avec l'Allemagne et l'Italie ont été extrêmement importantes. Mais on peut dire que les investissements français et allemands dans la grande ville, enfin l'agglomération, hein, de Yantai, puisque Yantai c'est 14 arrondissements en quelque sorte, hein. C'est 7 districts et 7 comtés. Autrement dit, c'est immense. Hein. C'est plus grand que l'Île-de-France, hein, par exemple. Combien d'habitants alors? 7 millions. 7 millions, oui. Mais au point de vue superficie, c'est 14 000 km² et l'Île-de-France fait 11 000 km². C'est pour vous donner l'exemple. C'est une agglomération. Un ordre de grandeur. Qui est immense. Et là, mon rôle, c'est de faire venir des investisseurs occidentaux, dont français, dans cette grande agglomération d'Yantai, dans absolument tous les domaines. Et je dois dire que
personnellement, et grâce à mes collègues chinois, qui travaillent beaucoup, hein, eh bien, on a réussi à faire venir un grand nombre de sociétés françaises dans la région, notamment dans le secteur de l'automobile, comme Faurecia, Valeo, Plastic Omnium, Amis Extrusion et Mafroda, etc. etc. Et également, on a des sociétés allemandes, des sociétés italiennes, des sociétés norvégiennes, etc. On a plus de 120 sociétés européennes à Yantai actuellement. Grâce à vous. C'est pas tout grâce à moi, je ne suis pas tout seul. Grâce à vous et grâce à votre équipe voilà, franco-chinoise. Hein. Non, absolument. Non, moi, je suis le conseiller, c'est mon rôle. Hein. Mon rôle, c'est senior advisor. Mon rôle, c'est de persuader les entreprises de venir nous visiter, nous voir à Yantai. Et ensuite, avec mes collègues, on les prend en main, et on leur montre les différents districts où il serait le mieux, etc. Et on les persuade de rester. Et on a réussi très souvent. Eh bien, voilà. Bravo. Hein. Bon. Selon André Chen, qui est un homme d'affaires, qui est aussi le vice-président du comité France-Chine, c'est grâce à vous, Michel Imbert, à votre énergie inlassable, que Yantai est devenu aujourd'hui un fief français. Pourquoi un fief français ? Eh bien, il faut vous dire que quand je suis arrivé à Yantai en l'an 2000, personne ne connaissait Yantai. Et au début, personne en France. Hein. Oui, en France et même en Chine. Même en Chine, oui. On situait Yantai dans le nord, dans l'est, dans le sud, etc. etc. Vous ne pouvez pas savoir le nombre des dizaines de milliers d'emails que l'on a fait avec mes collègues pendant des années, simplement pour mettre Yantai sur la carte. Et maintenant, je dois dire que nous avons réussi. Maintenant, Yantai est considéré comme une très, très grande agglomération. D'ailleurs, on est maintenant la première puissance industrielle du Shandong. On est le deuxième PIB du Shandong, mais on est la première puissance industrielle du Shandong. Et le Shandong soi-même est le deuxième ou troisième PIB de Chine. Hein. C'est pour vous dire l'importance. Hein. Bien sûr. Donc, on a réussi à attirer, à faire venir un très, très grand nombre de sociétés. D'investisseurs étrangers. D'investisseurs et également, donc, par la force des choses, d'expatriés, de familles, de businessmen, etc., qui donc ensuite on crée tout ce cercle de francophonie, puisqu'en fait, le cercle francophone comporte plus de 3500 personnes actuellement. 3500 personnes. Oui, ne serait-ce qu'en Chine, parce qu'il y a également beaucoup de personnes qui sont dans le cercle francophone, qui sont à Paris, à Lyon, au Québec et en Afrique. Et qu'est-ce qu'il fait, le cercle francophone de Yantai, concrètement? Concrètement, d'abord... C'est vous qui l'avez co-créé. Je l'ai co-créé, et je suis en quelque sorte l'animateur, le rédacteur en chef, comme vous, rédacteur en chef. Hein. Et mon rôle, c'est de diffuser des informations intéressantes. Effectivement, j'en reçois. Et j'ai d'ailleurs je dirais, des coopérateurs, des collaborateurs, mais qui sont de grands niveaux, de premier niveau, en fait, comme M. Ni-Jin Chen, hein, qui depuis 8 ans, tous les dimanches matins, m'envoie un proverbe commenté, que je diffuse, évidemment, et qui est extrêmement lu chaque lundi matin, puisque je sais qu'il y a beaucoup de membres du cercle francophone qui imprime ces proverbes pour s'en servir, proverbes chinois, dans la vie courante. Donc, c'est un réseau de networking aussi, hein, professionnel. Absolument, oui. Tout à fait. Permet... Vous avez des tas d'étudiants qui, par exemple, il fait circuler des CV pour permettre permettre à des étudiants qui ont envie d'aller travailler en Chine, ou le contraire, des Français qui ont besoin d'engager des étudiants chinois en France. Il y a vraiment des échanges dans les deux sens, et business et culture. Vous venez de dire le mot, là, rendre service. C'est exactement ma philosophie. À Yantai,
Et avant, dans ma vie d'ailleurs, hein, mon rôle, c'est de mettre les gens, de relier les hommes. Le titre est formidable en fait. Hein. Le titre que Nathalie Nier a choisi, hein, Michel Houellebecq, la passion de... C'est vraiment une passion de relier les hommes ensemble. Hein. Et à Yantai plus particulièrement, là, puisque je suis sur place, sans bouger, environ 10 mois par an. Hein. C'est exactement de relier les hommes au point de vue investissement, au point de vue francophonie, au point de vue éducation, au point de vue artistique. On reçoit on est relié avec les Pays de la Loire, par exemple, et donc on est l'orchestre du Pays de la Loire qui est venu pour interpréter Daphnis et Chloé, etc. C'était magnifique. Mon rôle est en même temps est vraiment de relier les hommes et notamment de relier les Français et les Chinois. Exactement. Puisqu'en fait c'est mon rôle principal depuis très 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 longtemps. Eh ben c'est aussi le rôle de Radio LCS. Non, parce que n'oubliez pas que je suis globalement je suis en Asie depuis 1989. Donc ça me fait 30 ans d'Asie. Quand je suis parti en 1989 à l'Est, en Asie, eh bien, je ne suis pratiquement plus jamais revenu en France, sauf 2-3 mois par an, et même c'est souvent 2 mois par an, finalement. Oui. Vous êtes plus asiatique que français, peut-être. Je suis pas... Non, je suis extrêmement français. Hein. Mais je veux dire par là que je suis... Mon rôle est vraiment d'essayer d'être un genre de go-between, hein, comme on dit, intermédiaire, hein, le pont. C'est ça, hein. Voilà. Mais interface. Il y a interface, c'est très bien aussi. Il y a un mot qui est très bon aussi, c'est passeur des deux côtés. Voilà. Passeur. Oui. Ça c'est mon rôle, et je le fais de façon avec beaucoup de plaisir. Et totalement bénévolement, évidemment. Hein. Pour moi, c'est mon plaisir. De façon désintéressée. Mais à 100%, oui, c'est mon plaisir. Alors, Nathalie, pour écrire ce livre, vous avez dû rencontrer beaucoup de personnes. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques témoignages? Alors, oui, effectivement, j'ai rencontré beaucoup de personnes et je voulais rencontrer à la fois des hommes d'affaires, et en même temps, je voulais rencontrer des gens plus modestes, comme des professeurs ou des étudiants, parce que j'avais envie qu'on me... Voilà. Et je me suis justement aperçue que ce qui caractérise Michel, c'est une façon totalement altruiste de faire des affaires. C'est-à-dire que peu importe qui il a en face de lui et quelle est la demande, il va la traiter. Et ça, je tiens à le dire parce que c'est exceptionnel. Que vous soyez un homme d'affaires, chef d'une multinationale, ou que vous soyez un étudiant qui a besoin d'un conseil, ou quelqu'un qui a tout simplement envie de monter un petit business mais qui ne sait pas trop bien comment faire, il va accorder la même attention aux demandes des gens. Son plaisir, c'est de voir que les gens réalisent leurs rêves. Voilà. Tout comme il a réalisé le sien en aidant ceux des autres. Parfait. C'est exactement ça. Et j'en profite pour remercier Nathalie, parce qu'elle a travaillé pendant plusieurs années sur cet ouvrage. Plusieurs années. Plusieurs années, parce qu'au début, je lui ai envoyé des masses d'informations. Au fur et à mesure, hein, par mail. Bien sûr, Le livre aurait dû être beaucoup plus épais que ça. Vous pouvez écrire un deuxième, un troisième tome. Mais ça ne s'arrête jamais avec lui, c'est ça, justement. Et donc ensuite, non seulement j'ai envoyé beaucoup d'informations, mais elle a interviewé beaucoup de monde de mon entourage à Yantai comme en France, et elle a su extraire l'essentiel de tout ça. Parce qu'au début, il y avait 600 pages, vous comprenez ? Elle a su extraire l'essentiel de l'essentiel. Ce qui fait un livre que tous les lecteurs me disent, c'est extrêmement fluide. Très facile à lire. Très facile à lire et agréable à lire. Et ce livre se lit comme un roman. C'est le roman de quelqu'un, voilà, mais voilà, bon. Donc, merci beaucoup. Notre vie est un roman, en fait. Oui, et merci beaucoup, Nathalie, parce que c'est ce qu'on appelle faire du beau travail.
Exactement. C'est gentil, merci beaucoup. C'est pour ça que moi, j'invite nos auditeurs à lire ce livre sans plus tarder. Alors, Nathalie, encore une question. Toujours selon André Chen, si tous les Yantai du monde avaient un Michel Humbert, la France serait la première puissance culturelle du monde. Pourquoi il a dit ça? Est-ce que vous partagez son point de vue? Ah, complètement. Complètement, parce que c'est un homme, justement, je cite dans le livre un aspect de la vie de Michel qu'on ne connaît pas, et qui est, il a passé quand même 20 ans de sa vie aux côtés, en France, dans un milieu artistique époustouflant, qui était en pleine effervescence et qui lui a beaucoup apporté sur le plan artistique, puisqu'il est lui-même, très très jeune, il était lui-même écrivain et poète. Donc, vivre dans ce milieu artistique, de la danse notamment, des chanteurs, de la musique, des plus grands chorégraphes, des danseurs de notre... il a connu les personnalités. Il a connu Jean Cocteau, il a connu... Henri Sauguet. Voilà. Jacques Brel. Voilà, Jacques Brel. Oui. Donc, il était dans un univers artistique dans lequel il a baigné complètement. Voilà. J'étais le mari de Janine Chara pendant 15 ans. Donc, j'ai rencontré tout ce monde-là à l'époque. Ouais. C'était passionnant. Évidemment, mais c'était formidable. Plus que passionnant. Et il s'est nourri de ça pour pouvoir ensuite transmettre tout cela, même dans sa façon de faire des affaires. Parce que quand il fait des affaires, c'est pas juste, on va pas juste discuter boulot. C'est pas juste signer un contrat. Non, on va s'intéresser aux autres, on va s'intéresser à la culture des autres, et on va transmettre un peu de sa propre culture. Et donc, il y a un véritable échange qui fait toute la différence. Et pour attirer des nouveaux investisseurs, il ne s'agit pas de leur dire des avantages de ceci, cela, etc., le marché, même etc. si c'est important. Non, mais on est en compétition avec bien d'autres villes en Chine qui ont ce genre d'avantages. Mais il faut trouver un avantage, un plus. Et ben, la culture, c'est un plus. Ben voilà. Avec mes clients, nous parlons évidemment investissement, mais nous parlons culture, éducation. D'ailleurs, vous savez, chaque fois qu'on reçoit un nouvel investisseur, la première question qu'il pose, ce n'est pas combien le terrain coûte, etc. C'est quid de l'éducation. Oui. Toujours. Quid de la santé également. De la santé. Oui. Et tu as notamment participé justement à la création de l'hôpital de l'amitié sino-française. Oui, non, pas la création, il a été créé en 1860, oui. Mais disons qu'on l'a réinauguré. Voilà. On l'a réorienté. Et qu'est-ce que c'est comme hôpital? Un mot très rapidement. C'est un hôpital franco-chinois qui s'appelle l'hôpital de l'amitié franco-chinoise, qui a été créé par des religieuses françaises franciscaines en 1860. C'était un grand dispensaire à l'époque. Et maintenant, c'est un hôpital de 30 étages et un deuxième hôpital qui vient d'être achevé, également de 30 étages, qui s'appelle Hôpital de l'amitié franco-chinoise, que monsieur l'ambassadeur Hervé Latsous a réinauguré en 2010. Et bien entendu, modestement, j'étais là. Michel Humbert, dans ce livre, il y a un chapitre qui s'intitule « Les bons conseils de Lao He ». Alors, je précise que Lao He, c'est votre... C'est mon nom chinois. Tout le monde m'appelle Lao He. C'est-à-dire, mon nom, c'est Humbert, c'est Rebote. Voilà. Et le premier, pour faire court, c'est Re. Et Lao... Là-haut, ça veut dire... grand, on va dire. Oui. C'est par respect. Oui. Enfin, Humbert l'Ancien. Oui, l'ancien, c'est ça, l'ancien. Signe de respect. Alors, donc, ce chapitre s'intitule « Les bons conseils de Michel Humbert ». Est-ce que vous pouvez, en quelques points, nous donner quelques conseils pour réussir en Chine? Eh bien oui, en fait, pour réussir en Chine, la première chose à faire, c'est d'être extrêmement modeste, très patient, très modeste, et savoir s'intéresser aux personnes qui sont en face de soi et prendre beaucoup de temps avec eux
pour déjeuner, dîner, parler des familles, parler de leurs enfants et des échanges pendant très, 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 très longtemps. Ouais. Mais est-ce que c'est compatible avec le temps d'un homme d'affaires? Non, ben justement, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. J'ai vu des vraies catastrophes. Hein. Des hommes d'affaires qui étaient invités à un déjeuner et après les premières salutations, sortent des dossiers sur la table en disant maintenant passons aux choses sérieuses, etc. Ben, ceux-là, ils ont été rejetés par mes amis chinois illico presto. Hein. Non, il faut passer beaucoup de temps avec eux de connaissances. Créer un véritable lien d'amitié et de confiance. Voilà, c'est le mot. On ne peut pas travailler avec les gens à qui on ne fait pas confiance. Le mot, c'est la confiance, l'amitié et la confiance de façon que... Et quand la confiance est acquise, quand les deux parties se sentent bien, ça roule tout seul. Ça roule tout seul, mais il faut prendre son temps. Il faut rester du temps. Je dis toujours aux personnes qui viennent pour la première fois, prévoyez 8 jours. Et quand vous avez... 8 jours, c'est pas beaucoup. Hein. Non, mais pour les premières... Les premiers contacts. Les premiers contacts. Ouais, au moins prévoir 8 jours. Et après, il faut vite revenir. Parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui viennent une fois, premier contact, ça marche, sont contents. Après, plus rien. Après, ils ne reviennent pas avant 6 mois. Ils sont oubliés. Quand vous dites il faut vite revenir, ça veut dire quoi concrètement? Il faut revenir dans les 3 mois qui suivent? Avant. Même avant. Oui. Un mois à peu près. Un mois à peu près. Pour concrétiser, la première phase, c'est vraiment une phase de prospection, de prise de contact. De prise de contact et puis de prise de confiance et d'amitié. D'amitié, tout simplement d'amitié. Et puis après, donc, on peut revenir de façon beaucoup plus solide, justement, pour parler réellement du projet. Et après, il faut prendre son temps. Il faut prendre son temps et modestement. Il ne faut jamais, comme on dit en français, la ramener, c'est-à-dire être arrogant. Au contraire. Vous avez vu des Français arrogants qui arrivent en territoire conquis? Oui. Il faut y aller cool. Très cool, et doucement, et modestement, et évidemment ne pas arriver en pays conquis, puisque c'est loin de là, le pays conquis. Donc ça c'est un premier conseil très important. Le deuxième conseil, c'est d'être intéressé par la culture chinoise. Il faut que les personnes qui viennent pour s'installer d'une façon ou d'une autre, soit en Seoul Venture, soit en Joint Venture en Chine, il faut qu'ils aient, je ne dis pas parler chinois, mais avoir une connaissance intrinsèque des grandes œuvres chinoises, comme Au bord de l'eau ou bien Le Pavillon rouge. Vous les avez tous lus? Je n'ai pas tout lu, mais en fait, non, mais effectivement, je les ai tous parcourus et j'ai regardé et apprécié, notamment Le Pavillon rouge d'ailleurs. Le rêve du Pavillon rouge. Et puis, il faut avoir quand même lu un certain nombre de versets de Confucius. Ouais. C'est très, très intéressant. D'abord parce que c'est extrêmement humain, et en même temps, cela fait vraiment plaisir à nos amis chinois que l'on partage, par exemple, l'admission et puis des mots. Des mots célèbres de Confucius. Il faut venir avec un petit bagage, quand même. Oui, on n'arrive pas comme ça à l'improviste. Non. Et après, une fois qu'on entre dans une phase concrète, et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ne pas commettre d'impair? Non, mais une fois qu'on a établi la confiance, ça va tout seul. Et qu'on a eu beaucoup de contacts et qu'on a pris son temps, etc., il n'y a pas de raison qu'il y ait un choc culturel. Il n'y a pas de raison. Avec ce que je viens de vous dire, le choc culturel, normalement, ne doit pas exister. Vous n'aimez pas le mot choc culturel? Non. Moi, j'ai jamais eu de choc culturel. Jamais.
je me suis toujours senti exactement en phase, parce que j'ai toujours beaucoup aimé Confucius aussi. Hein.